ne sommes pas en zone de guerre, mais à Calais, dans le nord de la France, à quelques kilomètres de la frontière belge, mais aussi des côtes anglaises. Ici, chaque jour, des centaines de migrants tentent de traverser la Manche. Et pour atteindre ce rêve, ils sont prêts à tout. Pour les en empêcher, 1300 policiers sont sur le pied de guerre. Ici, les émeutes sont fréquentes. Tous les gens qui sont ici veulent aller en Angleterre et la police ne veut pas. Ouvrez la jungle, ouvrez les frontières, ouvrez la jungle. La police ne veut pas ouvrir les frontières. Les policiers viennent ici, nous attrapent. Là maintenant, c'est un vrai problème. Il faut qu'on rentre dans la jungle parce qu'on ne veut pas de problème avec la police. Vous êtes pacifique? Oui, on est pacifique. La police n'est pas un problème. Après plusieurs heures de confrontation, les CRS décident de charger. Ils veulent stopper définitivement les affrontements. Il y a quelqu'un qui est blessé là! Arrêtez! 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 Come on! Mais pas de bataille sans victime. Le jeune Palestinien qui voulait calmer la situation est au sol. Impossible de savoir ce qui lui arrive, la panique est totale. Docteur! Putain, I work with MDM, bordel! You break it, oh! Stop it, please! Emmené à l'hôpital par Médecins du Monde, il en sortira quelques heures plus tard. Il a été victime d'un malaise dû au gaz lacrymogène. Une scène ordinaire dans les faubourgs de Calais. Entre la France et la Belgique, 620 km de frontières séparent les deux pays. Une zone géographique très dense où les problématiques de sécurité sont nombreuses. Dans le Nord-Pas-de-Calais, ce sont les arrivées massives de réfugiés qui posent problème. Les camionneurs sont harcelés. J'ai toujours une crainte qui monte dans le camion, que je m'en aperçois pas. Et les habitants de Calais excédés. La Belgique tolère les maisons closes. Situés près de la ligne frontalière, ces lieux de plaisir attirent chaque année des milliers de Français. Un va-et-vient incessant qui rapporte des millions d'euros aux professionnels du secteur, comme Dodo la Saumure. Mais la meilleure preuve, c'est qu'en général, une fille qui a commencé dans la prostitution, il reste. Même si on lui offre autre chose, elle n'a pas envie de travailler, comme vous dites, 12 heures, mais à la chaîne ou bien chez Auchan. Mais pour les femmes vendant leur corps, le quotidien n'est pas si rose. C'est pas toujours facile, hein. Quand c'est un joli garçon, tu vois bien, c'est bien. Mais il n'y a pas que des jolis garçons sur la terre, hein. La frontière franco-belge, c'est aussi le point de passage de tous les trafics de drogue d'Europe. Ici, la police belge est aux aguets pour contrôler les dealers, mais aussi les consommateurs. On voit que c'est des plaques immatriculées en France, donc ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont sûrement pas fait attention qu'il y avait une caméra juste au-dessus de leur tête. Entre arrestations musclées, accueil de migrants démunis et une prostitution grandissante, immersion dans une région sous haute tension. Calais, dans le nord de la France, à 60 km de la Belgique. Véritable cul-de-sac pour des milliers de migrants qui veulent se rendre en Angleterre, la ville est confrontée à un véritable défi. À quelques kilomètres du centre-ville, s'est développé un lieu que tout le monde nomme la jungle. Un bidonville où s'entassent des milliers de migrants, hommes, femmes et enfants. C'est impressionnant. C'est encore plus impressionnant à l'intérieur quand les 3500 sont là. Benoît est un Calaisien qui a décidé de se battre. Cette misère humaine, il refuse de la voir sans agir. Alors depuis 2 ans, il s'est engagé dans une association. Aujourd'hui, il vient distribuer des repas. Une aide indispensable pour ces migrants sans aucune ressource. Oui, c'est Reda. Reda. Slip? Reda! Yeah. On va juste mettre des bénévoles histoire de jalonner la ligne pour éviter justement qu'ils gruchent tout le monde et qu'après ça crée encore quelques tensions. Donc voilà. Une situation qui révolte Benoît. La compassion, je dirais un petit peu de colère, plus de tristesse. Je pense que ça fait suffisamment longtemps que je fais ça pour continuer à être triste. Je suis plus triste maintenant, c'est vraiment la déception, la lassitude plutôt que la tristesse maintenant.
Depuis toujours, on a des migrants à Calais. Ils ont toujours été à près 500, 600, 700. Depuis un peu plus d'1 an maintenant, le nombre a explosé. Alors, on a l'impression qu'ils sont énormes. C'est sûr, 3500, ça peut faire peur. Les Anglais nous parlent d'invasion. Les Français nous parlent d'une situation intenable. On est 2 pays. À nous 2, on est 125 millions de citoyens. C'est pas 3500 personnes qui sont bloquées ici. Ne serait-ce que pour les 2 pays, c'est quoi? C'est une petite goutte. C'est vraiment une petite goutte. Et comment on peut mettre la vie de 3500 âmes comme ça aussi durement à l'épreuve quand nous, on est 125 millions à vivre confortablement? Car ici, ils sont entre 3 et 6 000 à essayer de survivre. Un quotidien précaire, fait d'abris de fortune et de conditions sanitaires déplorables. Le camp est bâti sur une ancienne décharge. Venu d'Afghanistan, Najibullah essaie désespérément depuis 3 ans d'obtenir le statut de réfugié. En attendant, il est obligé de vivre dans ce bidonville à ciel ouvert. Regarde, on vit ici, venez. Regarde. Ceci, c'est notre cuisine. Parfois, on fait à manger ici. Regardez. Regardez. On vit ici. Ça, c'est les toilettes. Pour rejoindre l'Angleterre, la plupart des migrants tentent la traversée cachée dans des camions de transport. Chaque jour, 5000 poids lourds passent sur l'autoroute à proximité du camp. Et il suffit d'un ralentissement pour que les migrants tentent leur chance. Là, c'est tout simplement parce qu'il y a tous les camions qui sont bloqués sur l'autoroute. Donc là, ce que tu peux être sûr, c'est que les gars la jungle va se vider en quelques secondes. Et c'est ça, à chaque fois qu'on a un début de bouchon. C'est tous court, la jungle se met à se vider et tous vont vers l'autoroute. C'est une chance. Non, pas ici. Pas ici. Plus depuis les barrières et... Mais tu sais, il y a un gros turnover dans la jungle, donc automatiquement, ceux qui sont en train d'essayer, si tu veux, ça se trouve, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'ils sont là, peut-être 1 mois maximum. Qu'ils ont encore un peu l'espoir, l'espoir du nouvel arrivant. Mais monter dans des camions est de plus en plus compliqué. Sur place, d'importantes forces de l'ordre sécurisent le périmètre. Alors souvent, lorsque les tentatives des migrants échouent, c'est l'affrontement avec les CRS. Hé, tu es fou de faire ça. Qu'est-ce que tu espères après ça? Tu ne dois pas faire ça. Benoît est catastrophé. Il essaie de raisonner les gens sur place, mais sans succès. Je comprends votre obsession et tout ça. C'est juste que faire ça, c'est tout le monde qui va payer pour toi. Ce jour-là, ils sont plus d'une centaine à vouloir affronter les forces de l'ordre. Une véritable situation de guérilla urbaine, avec jets de pierre et riposte policière. Pour ces forces anti-émeutes, la première réplique, c'est tirer des gaz lacrymogènes pour disperser les assaillants. Les policiers sont en situation défensive, contrôlant le terrain. Pas de bagarre, c'est pas bien. Pas de bagarre, d'accord? Sur place, certains tentent de calmer la situation. Mais malgré leurs efforts, un groupe de migrants reste agressif et poursuit l'affrontement. Les forces de l'ordre n'ont plus d'autre solution. Elles doivent charger pour stopper l'émeute. Cette guérilla a duré près de 4 heures. L'ordinaire pour les 600 CRS basés à Calais. Pour sécuriser le port de Calais et éviter ces arrivées de migrants, l'Angleterre a donné 50 millions d'euros à la France. Barrières de protection, barbelés, les accès du port sont dorénavant verrouillés. Mais malgré ces mesures de protection, les migrants continuent à prendre tous les risques pour atteindre leur Eldorado.
Sur le site d'Eurotunnel, chaque nuit, la société recense plus de 200 tentatives d'intrusion. Des tentatives qui, en quelques mois, ont coûté la vie à 22 migrants. Cet afflux massif de migrants à Calais n'est pas sans conséquences pour les entreprises de transport. Ils doivent adopter des mesures de sécurité particulières. Car si des migrants sont arrêtés à la frontière cachés dans leur camion, ces professionnels seront jugés responsables. Ils risquent une lourde condamnation. Perrine a 20 ans. Elle est chauffeur de poids lourd depuis 3 mois. Et malgré son peu d'expérience, elle a déjà tous les réflexes pour protéger son chargement. Je débâche pour pouvoir charger la remorque à l'avant. Tous les jours, Perrine verrouille son poids lourd, quelle que soit la valeur de sa remorque. Son objectif, faire en sorte qu'aucun migrant ne puisse pénétrer dans son camion et entrer ainsi illégalement en Angleterre. Vous avez déjà eu des gens dans votre camion? Oui, une fois. J'en ai eu 4. Il y avait beaucoup de migrants et beaucoup de camions. Ils se sont tous montés dans chaque remorque. Et du coup, moi, j'ai pris une remorque qui était stationnée. Donc, je l'ai accroché tout, mais le plomb était abîmé. Il y en avait 4 dedans. Ça, logiquement, on peut plus rentrer, là. Logiquement. Ça reste logique. Mais ils y arrivent quand même à tout retirer. Comment ils font? Donc en s'y mettant à plusieurs, ils ont le temps de faire tous ensemble, c'est pas pareil. Donc du coup là maintenant je mets le plomb et je vais mettre le cadenas et ce sera bon. Du coup, quand vous voyez des migrants sur la route, vous êtes stressé? Ça me stresse, oui. Mais bon, j'évite de m'arrêter et s'il le faut, je roule au ralenti, mais j'évite de m'arrêter. Voilà. Donc c'est bon, on va pouvoir y aller. Perrine doit maintenant rejoindre l'embarcadère du port pour y déposer sa cargaison. Un parcours d'à peine 1 km, mais semé d'embûches. À tout moment, les migrants peuvent surgir. J'étais obligée de m'arrêter en fait, parce qu'il y avait des bouchons dans le port, donc tous les camions étaient à l'arrêt. Le problème, c'est qu'il y avait je ne sais combien de migrants autour. Et les CRS étaient là, mais bon, ils n'avaient pas énorme non plus. Ils n'avaient pas assez en tout cas. Et du coup, les migrants, ils attendaient de voir à quel moment ils allaient pouvoir se lancer. Puis bon, finalement, ils sont partis sur ceux plus au fond, quoi, pour monter dedans. Les camions plus éloignés des CRS, quoi. Ce que Perrine décrit, de nombreux camionneurs le redoutent, comme on peut le voir sur ces images. Quand les migrants envahissent la route, les chauffeurs sont contraints de s'arrêter pour éviter tout accident. En quelques secondes, certains en profitent pour embarquer illégalement à l'arrière des camions. Sur certains axes routiers, les barrières de sécurité empêchent dorénavant ce type d'assaut. Mais pour Perrine et ses collègues camionneurs, conduire dans ces conditions entraîne du stress et de la peur. J'ai toujours une crainte qui monte dans le camion, que je m'en aperçois pas, ou même que je me fasse agresser même. Régulièrement, je m'enferme dans le camion. Hein. Quand je vois qu'il y en a, je m'enferme. Voilà, j'attends. Mais c'est quand même assez régulier. Moi, j'étais embêtée il y a quelques jours. Mon collègue, il a été embêté avant-hier. Lui, ils ont remarqué qu'en fait, ils avaient aussi des outils pour casser les cadenas. Mon collègue, il s'est fait couper le cadenas, arracher le cordon et il en avait 7 dans la remorque. Pour contrôler la présence éventuelle de migrants dans ces camions, de nombreux outils ont été mis en place. Chaque véhicule doit passer par ces énormes hangars. À l'intérieur, des détecteurs sont capables d'entendre le moindre battement de cœur. Des outils ultra perfectionnés auxquels s'ajoutent des scanners et des détecteurs de CO2, signe d'une présence humaine. Problème, aucun outil n'est parfait. Malgré ces précautions, de nombreux migrants arrivent à passer entre les mailles du filet. Ouais. Qui est-ce qui est chauffeur de corps? C'est Perrine cet après-midi ou... Merci. Jean-Pierre Devigne dirige son entreprise de transport depuis 20 ans. Et des migrants cachés dans ses camions, c'est son quotidien.
En 5 ans, des dizaines de clandestins ont tenté la traversée dans ces remorques. Les migrants se sont introduits, ont enlevé les ramettes de papier, on a eu donc du dommage et des réserves de nos clients. Voilà, ils sont dans une espèce de cabane et puis ils sont complètement... Et là, on les voit sortir. Ils sont dans la cachette. Voilà, c'est ce qu'on subit, je dirais, régulièrement. En étant à Calais, on arrive sur la zone anglaise, dans les lignes d'embarquement ou pour le ferry ou dans les attentes pour le shuttle. Et là, les Anglais font un nouveau contrôle avec des chiens, avec du matériel pour détecter le CO2, le gaz carbonique, dans les véhicules. Et s'ils trouvent des migrants, ils considèrent que nous sommes des passeurs parce que nous sommes sur la zone anglaise. Et là, ils nous infligent des amendes pouvant aller de 400 livres à 2000 livres par migrant découvert dans nos véhicules. Non seulement à l'entreprise, mais également aux conducteurs, sur les mêmes montants. Et on en a payé depuis des années, j'en suis entre 35 et 40 000 euros. Passer illégalement la frontière reste une mission quasi impossible. Alors la plupart des migrants de Calais n'ont pas d'autre solution que de s'installer pour une durée indéterminée. La jungle se transforme petit à petit en village bien organisé. Sur place, une véritable économie est née où chacun tente de trouver sa place. Des coiffeurs, des épiceries et même des restaurants se construisent. Ces Afghans ont reçu le matériel nécessaire à la construction de leur commerce. Je fais un restaurant. Je cuisine de la viande, du bœuf, du riz, du poulet thaï, du poulet ring pour les gens. Il y a trop de monde ici. Il y en a qui viennent d'Afrique, d'Afghanistan et du Pakistan. Et quel sera le nom du restaurant? Afghanistan Restaurant. 8 jours plus tard, ce restaurant ouvrait ses portes. Benoît, le volontaire, est toujours actif. Il continue de donner de son temps pour aider les migrants. Ça va? Ça va, oui, toi? Très bien, merci. Bien. Et fait maintenant partie de la vie du camp. C'est quoi ici? Coiffeur. J'ai eu un petit peu peur au début, parce que je me suis dit, mais attends, j'ai pas les mêmes cheveux que vous les noirs. Et en fait, quand j'ai vu les Afghans et les Pakistanais ressortir d'ici qui ont exactement les mêmes cheveux que nous, j'ai dit, bon, ok, allez, je me laisse tenter. J'ai dit que tu es un très bon coiffeur. Tu n'étais pas coiffeur à l'origine? Agriculteur. Tu étais agriculteur. C'est vraiment c'est un vrai bidonville. Et tout ce qui manque à un vrai bidonville, comme l'électricité, l'accès à l'eau courante, etc., ils essaient d'aménager ça avec les moyens du bord. En un an, le nombre de migrants bloqués à Calais a été multiplié par 10. Pour venir en aide à tous ces réfugiés, l'action de volontaires comme Benoît est indispensable. Cela fait maintenant 2 ans qu'il met son énergie au service de l'action humanitaire. Nous le retrouvons chez lui avec Thomas, un jeune Érythréen qui a fui la guerre dans son pays. Le sens de l'engagement a toujours fait partie de l'ADN de Benoît. Son parcours professionnel le prouve. J'ai commencé en gendarmerie. J'étais sous-officier en gendarmerie pendant quasiment 4 ans, en Bretagne et en région parisienne. J'ai arrêté la gendarmerie, j'ai travaillé dans une agence immobilière, un réseau d'agences immobilières dans le coin ici, où j'ai travaillé pendant un peu plus de 3 ans. Et maintenant, si tu veux, j'ai pris un peu 2 ans off pour vraiment me consacrer à l'humanitaire. Et je me consacre vraiment à ça depuis 2 ans. Aider les migrants installés dans la jungle, mais pas seulement. Benoît a aussi ouvert les portes de son appartement pour héberger les plus démunis. J'ai poussé mon engagement jusqu'à accueillir chez moi des personnes qui en avaient vraiment besoin. Quand il y avait des gars qui étaient sous une tente, sous la pluie, à moins 3 degrés, avec 40 de fièvre, qui n'étaient pas acceptés à l'hôpital, automatiquement, c'est vrai je commençais à en héberger un pendant 3-4 jours, tant qu'ils se sentent mieux. Puis j'ai rencontré Thomas, une distribution, qui lui vraiment voulait s'en sortir. Thomas a 22 ans. Il a fui l'Érythrée dans le nord de l'Éthiopie. Cette dictature est en guerre depuis des décennies. Des conflits qui ont fait des dizaines de milliers de morts. Pour arriver en Europe, Thomas a dû accomplir un très long périple, traversant le désert et la Méditerranée. Il est venu du Soudan, par le désert, jusqu'en Libye, à Tripoli. Après ça, j'ai traversé la mer jusqu'en Italie. De l'Italie, j'ai pris le train jusqu'en France.
À peu près en juillet de l'année dernière, je suis arrivé en France. J'essayais de passer en Angleterre. C'était difficile, donc j'ai abandonné et j'ai décidé de rester en France. Thomas a reçu le statut officiel de réfugié. Pour lui, une nouvelle vie commence. Si Benoît a décidé de consacrer son énergie à l'accueil des migrants, à Calais, tous les habitants ne partagent pas le même avis. Sandrine et Laurent ont toujours habité la ville. Le nombre de migrants en augmentation constante, ils ne le supportent plus. Selon eux, leur ville serait abandonnée par les pouvoirs publics. L'insécurité régnerait dans les rues du centre. Aujourd'hui, ils organisent une manifestation, la seconde en 3 mois. Ça, c'est un tract qui avait été fait expliquant un petit peu la situation de Calais. Donc malheureusement, le chiffre n'est plus bon, car on parlait de 3000 migrants il y a quelques mois. Là, on est à plus de 6000 migrants actuellement. Donc malheureusement, on ne pourra pas distribuer ces tracts-là aujourd'hui. Laurent, tu m'entends? Ce collectif qui s'est nommé les Calaisiens en colère a fédéré en quelques mois de nombreux habitants. Ok, ça va, ça marche. Sur leur page Facebook, on trouve de très nombreux commentaires, parfois extrêmes. Benoît insiste pour que cette colère ne soit pas récupérée par les partis politiques. On dit on est un collectif apolitique, on n'est pas raciste, ça faut le préciser régulièrement parce que les gens ont du mal à comprendre, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc on essaye de faire le maximum pour que cette page reste correcte. Les journaux locaux ne parlent pas de la détresse des Calaisiens. De toute manière, c'est pour ça qu'on a le masque. Dans un sens, on n'a plus de visage, les Calaisiens. On n'existe pas. C'est parti. Mais tout ne va pas se dérouler comme prévu. Arrivés au point de rassemblement de leur manifestation, Sandrine et ses amis apprennent une mauvaise nouvelle. La mairie s'oppose par arrêté à cette marche citoyenne. Sans autorisation, impossible pour le groupe de manifester sa colère. Je vais aller voir l'arrêté. C'est l'arrêté municipal de la maire. Comme quoi la situation particulière de la ville de Calais, caractérisée par la présence massive et croissante de migrants, vivant dans des conditions précaires, on le sait, sur le territoire, ainsi que la montée des tensions liées à cette présence entre les groupuscules d'extrême droite et des groupuscules d'extrême gauche. Donc, on est pris pour l'extrême droite. Voilà. Alors que je ne suis pas de l'extrême droite. Personne. Je vote depuis l'âge de 18 ans le Parti socialiste. Dès qu'on est contre ce qui se passe à Calais, on doit être de l'extrême droite. Être assimilé à un parti politique en particulier est une crainte majeure de Sandrine. Elle veut représenter tous les Calaisiens, quelle que soit leur pensée politique. Cet habitant de Calais vient pour la première fois à un rassemblement de ce type. La colère l'a poussé à manifester. Oui, on est en colère, mais on n'ose pas le dire. Pourquoi? C'est dur. C'est dur. Moi j'y vais, franchement j'y vais parce que c'est apolitique. Et je vous le jure, si je vois une seule enseigne, si je vois le Front National, moi je vous le dis, Front National, Parti communiste, si je vois quelqu'un, si je vois de la politique, je m'en vais. Il n'y en aura pas. Voilà, vous êtes venu à notre première manifestation? On n'est pas venu. Ah, vous n'êtes pas venu? Je suis pas venu parce que j'étais pas au courant. D'accord. Je suis pas au courant. Là c'est interdit. Il n'y a aucune banderole, c'est apolitique. Bah, c'est pour ça que je viens. Autrement, voilà. Je viendrai pas. Voilà, c'est apolitique. La manifestation se veut donc apolitique. Sandrine veille au texte de chaque drapeau. Ici, on va la mettre là. Mais dans l'immédiat, Sandrine doit gérer l'interdiction de la mairie. Et elle espère une bonne nouvelle. Elle vient de recevoir un courrier. Il vient d'Arras. En direct de la préfecture. Je sous-signais
Denis Gaudin, sous-préfet de Calais, certifie avoir été informé par lettre reçue en sous-préfecture de Calais de l'organisation d'une manifestation. Le cortège démarre des boulevards Jacquard et fera demi-tour face au théâtre. La manifestation prendra fin vers 18h. Ouais. Ça veut dire quoi, courrier? C'est accepté. Tout est accepté. Donc on peut le mettre sur notre page. Nous sommes dans les règles. Nous sommes dans les règles. C'est une victoire? Oui. Victoire, pas victoire, on faisait quand même. Alors. Oui, mais c'est une victoire. Et on est dans la légalité. On est dans la légalité. C'est la preuve que nous, on fait tout correctement et que d'autres, non. Photo. Tu peux faire une photo? Photo sur notre page. Immédiatement, la bonne nouvelle va être relayée sur les réseaux sociaux. Les Calaisiens sont invités à venir en nombre rejoindre le groupe des manifestants. Ça passe sur Facebook directement, ouais. Ça part directement sur notre page, là. Comme ça, ceux qui avaient peur par rapport à l'arrêté municipal qui ne voulait pas venir, là, ils ont la preuve que la préfecture a accepté. Donc, on aura peut-être plus de monde. Sandrine est émue, cela fait plusieurs semaines qu'elle prépare ce rassemblement. Elle veut que ce soit une réussite. J'ai envie d'aller arracher son... C'est fait déjà. Je l'ai déjà fait. Vous auriez dû me laisser le plaisir de le faire. C'est pas possible. Arrache-le, je vais l'arracher. La colère de Sandrine a besoin de s'exprimer. Le préfet donnant son accord, l'interdiction de la mairie n'a plus de valeur. Et Sandrine veut que ça se voie. Ça mérite que ça. Finalement, les appels sur les réseaux sociaux ont bien fonctionné. À peine 1 heure après l'autorisation de la préfecture, la place commence à se remplir de monde. Cet afflux de Calaisiens rassure Sandrine. Plus la manifestation sera importante, plus le collectif pourra peser sur les pouvoirs publics. Des pouvoirs publics que les Calaisiens accusent sans retenue. S'ils mettent des arrêtés municipaux à chaque manifestation, ils en mettent eux, quand ils descendent sur la route. Hein, quand ils descendent en ville, ils en mettent des manifestations. Non, ils en mettent pas. Donc franchement, non. Là, franchement, mais j'ai été l'arracher. On peut pas dire que la mairie elle est de notre côté. Si ce Calaisien est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a été confronté récemment à des migrants. Une situation qui lui a fait très peur. En fait, on a été coincé suite à une opération commando des réfugiés migrants. Franchement, il y avait des gens avec des barres, des briques, des cailloux. Ça bloquait tous les poids lourds afin qu'ils puissent monter dedans direction l'Angleterre. Mais j'ai été coincé autour de tout ça. Il y avait une trentaine de CRS face à 300-400 migrants. Je peux vous dire qu'ils ne peuvent rien faire. Et franchement, je me suis senti dans une insécurité totale et j'ai vraiment eu très peur. Je pensais qu'ils allaient fracasser ma voiture. Mais bon, ils regardent les immatriculations des véhicules et s'ils voient 62, 59, je pense qu'ils ne font rien, mais on reste quand même dans une insécurité totale. L'enjeu de la sécurité pendant la manifestation est très important. Ce type de rassemblement attire des activistes de tous bords et notamment des groupuscules qualifiés de no border, des militants d'extrême gauche qui exigent l'ouverture totale des frontières. Les policiers les connaissent bien. Pour éviter toute confrontation, ils demandent à ces 3 jeunes de s'éloigner. Dans quelques instants, la manifestation va démarrer. Mais il reste un dernier point à régler, le discours que va prononcer le porte-parole de l'association. Avec Sandrine, ils savent que chaque mot a son importance. Moi, j'aurais mis migrant. Non? Ça revient pareil. Tu sais que si on met ce mot-là... Ouais, c'est rapport. On va le changer. Ok, ça marche. Moi, je penserais plutôt migrant. Ok, ça marche. Parce que si on marque... Quel mot? Clandestin. Parce qu'il y a quand même des réfugiés, tout ça, de guerre qui sont migrants. Ok, ça marche. Je suis pour migrants, okay, pas... Bon, moi, je vais le peaufiner. Ouais, tu changes ce mot-là. Ouais, ok. Ok, ça marche. merci. Tout à l'heure. Le discours est très clair. L'objectif, rassembler les Calaisiens. Putain, les Calaisiens en colère, merci d'être venus encore une fois pour exprimer votre ras-le-bol. Ras-le-bol de voir une immigration clandestine de plus en plus intense et agressive. Ras-le-bol de voir
secours, donc je vous demande tous d'avoir une tenue exemplaire. Merci. On en viendra tous à bout. Les migrants, c'est à bout. On en viendra tous à bout. Les migrants, c'est à bout. On en viendra tous à bout. Sandrine et tous les autres membres du collectif veulent une manifestation exemplaire. Mais si les militants d'extrême gauche ont été évacués par les forces de l'ordre, dans le cortège, certains semblent tentés par des messages assez musclés, voire un discours xénophobe. Néanmoins, Sandrine espère que les esprits ne vont pas s'échauffer et que le rassemblement pourra se dérouler dans un climat de bonne entente. La colère va partir en apaisement. C'est ce qu'on recherche. Apaiser la tension qu'il y a sur Calais. Et là, pour 3 heures, les Calaisiens peuvent s'exprimer non violemment, parce que vous voyez bien que c'est une manifestation pacifique. Sandrine insiste sur le caractère pacifique de la manifestation. Elle sait que tout débordement sera reproché au collectif et nuira à son message. Sandrine s'inquiète, elle sent qu'une partie du cortège dérape. Très attentive au slogan, elle est venue demander au porte-parole de modérer ses propos. Parce que là, ça va pas, là tu les énerves trop, là. Fermez les frontières, médias ne nous appellent pas, aidez nos SDF, Calais Insécurité. Non, il l'a trop dit, c'est fini, là. Il l'a trop dit. Ça, c'est pas bien, tu vois. Hein? Là, ils arrêtent pas de dire Calais aux Calaisiens. Pourquoi voulez-vous que ça bouge? Pourquoi voulez-vous que ça bouge quand M. Valls et M. Cazeneuve viennent à Calais pour la sécurité des migrants? Pour les migrants, pour l'immigration. Il n'y a jamais une parole pour la ville de Calais ou pour les Calaisiens. Mais ce que redoutait Sandrine finit par se produire. Des Calaisiens favorables aux migrants se manifestent. Une présence qui déplaît à certains et qui va entraîner une forte réaction. Tranquille, vous venez lui dire avancez, moi je vous confie le même truc, avancez parce que sinon ça va mal se passer. Non mais arrête, c'est quoi ces menaces? Nous on vous laisse manifester, allez-y. On est chez nous. Non, on est chez nous. Si on vient dans votre manif, vous allez faire la guerre. On est chez nous. Avancez. On est chez nous. On est chez nous. On devrait avancer. On est ici à Calais, on est né ici, on restera là. On est chez nous. Ça me rappelle une drôle de mélodie ces choses-là. On est chez nous. Et eux, ils sont où les réfugiés? Eux non plus sont pas chez eux, c'est justement ce qu'ils cherchent, ils cherchent peut-être un futur chez eux, et nous ce qu'on leur propose c'est du mal accueil en permanence, et que les gens ne comprennent pas, soient récupérés politiquement par le nationalisme, ça me désole. Pour Sandrine, l'inquiétude monte. La manifestation lui échappe. Une femme se fait malmener, elle est prise à partie par certains manifestants car elle a osé afficher son soutien aux migrants. Vous allez avoir des histoires, vous allez les ramasser, ce sera mieux pour vous. Arrêtez! Avancez! 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 Regardez ce qui se passe. Ça va, madame? Ça fait des années qu'on voit ce qui se passe. Il ne faut pas venir par... Mais madame... C'est extra là pour vous protéger. Vous avez bien compris ça quand même. J'ai bien compris. On aurait cassé la figure à quelqu'un comme moi, j'ai 58 ans. Et le problème, c'est que d'autres, ils veulent être morts. Oui, je comprends, monsieur. Je sais qu'il est là pour me protéger. Oui, ben on est là. Allez-y, madame. Quittez Lyon, on est là pour vous protéger. Oui, ben allez-y, madame. C'est la même chose quand de votre côté vous manifestez, c'est pareil. Non, on ne va pas jusqu'à la mairie, nous. Allez-y, madame. On n'a pas le droit d'aller jusqu'à la mairie. Cette femme est évacuée par les policiers. Elle ne comprend pas l'agressivité dont elle a été victime. Selon elle, chacun peut venir exprimer librement ses idées. J'avais une série de tracts avec marqué dessus « Vivre ensemble, c'est possible ».
vivre ensemble, c'est possible. C'est quand même pas, c'est pas agressif, c'est pas incitant à la haine, c'est juste un message comme quoi on peut vivre dans cette ville avec les réfugiés comme ils sont là. Il y en a 6 000 en ce moment, on les voit pas plus que quand ils étaient 400 ou 1000, c'est pareil. Après 2 heures de marche à travers les rues de Calais, la manifestation touche à sa fin. Les Calaisiens ont exprimé leur colère, même si l'objectif d'une manifestation pacifique n'est pas totalement rempli. Écoutez, le collectif Tout le Monde vous tient à vous remercier pour cette merveilleuse manifestation. Malheureusement, il y a eu quelques débordements. Pourtant, vous l'avez signalé dès le départ qu'il ne fallait pas rentrer dans le jeu. On peut comprendre qu'il y a des gens qui sont contre nous. Mais il faut savoir une chose, c'est pas avec la violence qu'on va y arriver comme ça. On reste apolitique. L'arrivée massive de réfugiés est le principal problème d'une ville comme Calais. Mais dans cette région frontalière, d'autres problématiques occupent le terrain. Direction la Belgique. Nous sommes à Tournai, paisible bourgade à une demi-heure de Lille. Une ville réputée pour son architecture romane et ses nombreuses églises. Mais ce qui fait son attrait pour de nombreux Français n'est pas vraiment d'ordre touristique. Ici, les maisons closes sont tolérées. Dominique Alderweireld en possède plusieurs. Ce Belge est plus connu du grand public sous le pseudo de Dodo la Saumure. Depuis plus de 40 ans, cet homme vit de la prostitution, un métier qu'il affectionne tout particulièrement. C'est un métier de tradition. C'est-à-dire que ça a toujours existé. Et bon, moi, par un hasard de la vie, j'ai connu pas mal de tenanciers de bars. Et puis j'avais la vocation, je pense que c'est génétique. Quand même plus agréable que de faire des pompes funèbres ou d'être gardien de prison. Il y a 5 ans, personne ne connaissait ce personnage. C'est à l'occasion du procès de l'affaire dite du Carlton que le monde entier a découvert cet homme, tenancier de maisons closes. Profitant d'une législation assez confuse, il pratique un métier à la frontière de la légalité. Relaxé dans l'affaire DSK en France, la justice belge l'a condamné pour proxénétisme à une peine de 5 ans de prison avec sursis. Les poursuites qui ont été faites contre moi en Belgique et en France, c'est, j'allais dire, particulier, tout à fait arbitraire me concernant. Pour me défendre, quand même, j'avais quelques moyens, puisque j'ai une circulaire de la police que je vous présenterai, comment déclarer une fille dans un établissement. J'ai 2 jurisprudences, dont une de la Cour d'appel de Gand, qui disent que cette activité est tolérée, que les filles sont indépendantes. Il y a, au point de vue droit administratif, il y a beaucoup de communes où je dois payer une taxe parce que j'ai embauché des filles. Bon, mes établissements n'ont jamais été fermés, même une minute. Hein. Des établissements, Dominique Alderweireld en possède 9. Ils sont tous situés le long de la frontière franco-belge pour satisfaire les nombreux clients français. Le 7 sur 7, au nom évocateur, est l'un de ceux-là. C'est un bar vitrine, type de maison close très présent en Belgique. Les prostituées y travaillent, mais vivent également sur place. Bonjour, ça va? Et vous, ça va? Comme un vieux. Des conditions de vie souvent difficiles, mais qui ne semblent pas choquer Dominique Alderweireld. Régulièrement, ils passent leur rendre visite. Si les filles elles veulent venir, tu les invites? Mademoiselle, ça va? C'est aussi l'occasion pour lui de récupérer une partie des recettes du club. C'est ainsi qu'il gagne sa vie. Salut, ça va? Ouais. Tu bois un verre? Oui. Ah voilà. Est-ce que tu as du liquide? Non. J'ai payé toutes les filles avec le cash. Et voilà, il me restera peut-être 100 ou 150 euros. Bon, bah, tu vas me les donner parce que j'en ai pas du tout. Et tu auras payé tout le monde? Tout le monde sera pour moi, même moi. L'essentiel du travail dans tous les établissements, bon, c'est notre ami qui le fait. Moi, je suis là pour faire une visite de courtoisie, comme je vous l'ai dit. Hein. La personne qui gère ce club, c'est lui, Natalia, un travesti de 40 ans. Ce bar, c'est son lieu de travail, mais aussi son lieu de vie. Allez, viens. C'est en direct, hein? Le bordel de Natalia. Viens.
Ça, c'est une petite chambre spéciale pour les gens qui aiment bien être pas loin du bar. Il y a des clients qui aiment ça, qui veulent faire l'amour avec une fille. Pas loin où il y a un peu de musique, ils entendent bien la musique, ils entendent les gens parler et tout. 3 douches ici. Le futur sauna. Il y a juste la porte, tout est fait à l'intérieur, il manque encore un petit peu de bricolage. Une des chambres. Donc c'est des endroits où vous vivez en fait? C'est un endroit où elle passe beaucoup de temps, forcément, où elle dort et où elle reçoit ses clients. Ça c'est juste la chambre, évidemment on a une salle, enfin une douche en commun qui sont nettoyées tous les jours. Vous vivez tout ensemble? On vit en communauté. Ça se passe bien. C'est clair qu'il y a des filles qui le font à contre-cœur. Je ne discute pas là-dessus parce qu'elles ont des obligations, elles ont des problèmes, et il faut régler, voilà, c'est un moyen de gagner de l'argent, entre guillemets, facile, parce que c'est pas toujours facile, hein. Quand c'est un joli garçon, tu vois bien, c'est bien, mais il n'y a pas que des jolis garçons sur la terre, hein. Mais après, bon, voilà, après c'est à la fille de gérer son truc, et puis s'il n'est pas joli garçon, de toute façon, elle n'est pas amoureuse, hein. C'est pas une histoire d'amour qui se crée, hein. Voilà, donc il faut mettre une barrière en fait. Une fois qu'il y a une barrière à la porte, moi c'est comme ça que je dis, il y a une barrière à la porte. Une fois que le client est sorti, ben voilà, on se dit bah j'ai travaillé, j'ai gagné un peu d'argent et puis voilà. Quelque part c'est un jeu. Enfin pour moi en tout cas. Je veux pas parler pour les autres parce que bon, il y a des filles qui font ça à contre-cœur, c'est clair. Tout le monde n'est pas open, je fais ça pour tout va bien quoi. Moi perso tout va bien. Environ 5 femmes vivent et travaillent en permanence dans cette maison. Elles s'y croisent jour et nuit, sans distinction entre leurs heures de travail et leur vie privée. Chaque client qui tombe amoureux de nous, on en aurait des histoires d'amour. Ça c'est vrai. Arrête de bavarder là-bas toi, viens ici. Viens manger alors. Je gagne plus que ce que je m'imaginais. Léna est française. Elle vit de ce métier depuis quelques mois pour pouvoir subvenir aux besoins de sa fille de 5 ans, restée chez sa grand-mère en France. Et elle se souvient très bien de sa première rencontre avec un client. Un événement qui l'a marqué. Je me souviens trop bien. J'étais arrivée dans une maison à dodo qu'on appelle le 36. Et là, je devais rencontrer Béa pour... Moi, je pensais parler avec, voir si ça m'intéressait ou pas. Et j'arrive, elle me dit, je commence à travailler. Et il y a eu un premier client, j'étais en jeans et t-shirt. Et le client est entré, il a dit elle. Moi, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où était le champ, je ne savais pas le préservatif, je ne savais rien du tout. Et elle dit, bon, vas-y. Qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai pleuré, hein, c'est normal. Je ne connais pas quelqu'un. Une première fois, tu touches avec. Je me suis rendu compte que j'avais commencé à vendre mon corps. Voilà. Et aujourd'hui, tu entends quoi? Je vois tout ce que je gagne et tout ça, je suis bien. Parce que je me réveille le matin et je compte sur moi. J'achète à ma fille tout ce qu'elle veut, tout ce que moi, j'ai pas eu quand j'étais enfant. Tout ce que j'ai pas pu avoir, tout ce que j'aurais voulu avoir, mais j'ai pas eu. Et j'offre ça à ma fille. Et je suis fière d'offrir ça à ma fille, même si je vends mon corps pour, je suis fière de ça. Difficile de connaître le salaire exact de Léna, mais elle nous dit gagner régulièrement plus de 5 000 € par mois. Ce salaire plutôt confortable, Dominique Elder-Wered le justifie. Selon lui, travailler dans une maison close ne serait pas si difficile. À ses yeux, la prostitution serait un métier comme un autre, même peut-être plus facile qu'un autre. Maintenant, il y a une contrainte économique, mais comme tout boulot, hein. C'est pas vraiment du travail pendant 12 heures. Pendant 12 heures, elles vont travailler 3 heures. Ou non, pas 3 heures, je dis des bêtises. Admettons qu'elles fassent 3 clients en moyenne. Elles vont travailler 1h30. Le reste du temps, ça papote. Et la meilleure preuve, c'est qu'en général, une fille qui a commencé dans la prostitution, il reste. Même si on lui offre autre chose, elle n'a pas envie de travailler, comme vous dites, 12 heures, mais à la chaîne ou bien chez Auchan. Des propos qui peuvent choquer, car vivre de la prostitution n'est pas toujours aussi rose qu'il n'y paraît.
Dans le Nord-Pas-de-Calais, à Lille, l'association Le Nid vient en aide aux femmes qui veulent sortir de la prostitution. Bertrand Lemaître est militant depuis 40 ans. Chaque semaine, toute son équipe de bénévoles se mobilise pour recevoir des prostituées ayant besoin d'aide. Les personnes vont venir pour des démarches, des choses comme ça, pour sortir de l'isolement. Il faut qu'il y ait des gens qui les accompagnent. Lors du procès DSK, Bertrand Lemaître était partie civile au nom de son association. Pour lui, la prostitution est une forme d'esclavagisme. À la barre, il a eu cette phrase marquante : « Monsieur le Président, le corps d'une femme n'est pas fait pour être pénétré 5 ou 10 fois par jour. » Un des principaux objectifs du Nid est l'accompagnement des prostituées. Des femmes venant de tous horizons, et notamment des maisons closes de Belgique. Des maisons sur lesquelles Bertrand Lemaître a un avis très tranché. Je dirais que c'est pire que le trottoir. Il ne faut jamais oublier les témoignages qu'on a ici, des personnes qu'on accompagne et qui ont connu les bordels, en Belgique en particulier. Qu'est-ce qu'elles disent souvent? Elles disent, vous savez, on sourire, mais dès que le client franchit la porte, c'est là que je pleurais. Voilà. Parce que, comme toujours, quand on est dedans, qu'est-ce qu'on fait? On va justifier pourquoi on est là. On ne va pas dire « je suis mal ici, je ne suis pas bien ici ». Ils vont dire « je suis bien ». Et bien con si vous me croyez. En gros, c'est ça. En 2014, le mouvement du Nid a soutenu près de 2000 femmes voulant sortir de la prostitution. Et à chaque fois, elles ont les mêmes craintes, la peur de manquer d'argent. L'argent a été leur maître et d'un seul coup devenir maître de l'argent. Enfin, c'est une question qui est posée à tout le monde et encore plus à elles parce qu'elles ont été identifiées à l'argent. Et puis comme tu dis, parce qu'elle pensait combler des factures avec l'argent de la prostitution, et puis on s'aperçoit que l'argent de la prostitution, il ne va pas là où elle le pense, il est dépensé, il n'est pas gardé, bon. Et la prostitution appauvrit plutôt que d'aider à régler les problèmes. En France, il y aurait 37 000 personnes vivant de la prostitution. Plus de 9 000 sont en contact avec des associations. Retour auprès de Dominique Elderwereld, en Belgique. Contrairement à la France, ici la prostitution est tolérée. Alors cet homme en profite allègrement. Il possède plusieurs styles d'établissement. Des bars vitrines, mais aussi des maisons closes, plus discrètes, sans enseigne. Des établissements ouverts dès 10 h du matin, avec des filles toujours prêtes à recevoir les clients. Moi je sais qu'ici peut avoir un massage Institut Béa. Bonjour. Vous venez, je vous présente les filles disponibles. Vous choisissez celle avec qui vous voulez passer du temps. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Non, pas du tout, monsieur. Non. Et puis, il faut demander parce que toutes les filles ne pratiquent pas. Si vous prenez 1 heure. Ok? Voilà. À tout à l'heure. Au revoir. Ici, la gérante de l'établissement, c'est Béatrice Legrain, une Française exilée en Belgique. C'est l'associée et la compagne de Dodo la Saumure. Ancienne prostituée, elle travaille avec lui depuis 8 ans. Elle connaît ce métier parfaitement et sait chercher son personnel là où il se trouve. Je suis contente, celle qui m'a appelée de Turquie, elle revient. Vous recrutez pas une fille qui va travailler dans un bar ou dans un salon de massage comme vous recrutez quelqu'un qui va travailler dans une boulangerie. On est bien d'accord. Comment est-ce qu'elles arrivent chez nous? Comment elles arrivent? Donc, je vais vous montrer. J'ai toutes les langues. J'ai Sophie, elle est en Allemagne. Elle me dit qu'elle part en Suisse et elle me demande après si elle peut venir. Donc voilà, on discute, elle m'envoie ses photos. Voilà, il y a des filles qui m'avaient écrit, elles étaient en Italie, en italien, donc voilà, elles sont venues, elles sont là. J'en ai beaucoup. Et comment est-ce qu'elles vous connaissent? Mais moi, je mets des annonces un peu partout, dans plusieurs pays. Et puis, il y a aussi bouche à oreille, oui. Il faut tout le temps communiquer, en fait. Oui, oui, oui. Et ce qui m'occupe le plus, c'est la publicité. J'essaye d'avoir 4-5 filles dans chaque établissement. Des fois plus, des fois moins.
Il y aurait en Belgique près de 500 maisons closes ou bars à champagne. Autant d'endroits qui génèrent, d'après une étude de la Banque mondiale, un chiffre d'affaires de près de 900 millions d'euros. 80% des clients des maisons closes frontalières sont français. Cédric est l'un de ces clients. Il vient d'Arras et a fait 1 heure de route pour venir ici. Cela fait plusieurs années qu'il fréquente les maisons closes en Belgique, depuis qu'il s'est séparé de sa femme. Vous savez, j'ai été trahi par... j'ai eu 2 enfants avec la femme avec qui j'étais marié avec elle. J'ai été trahi et depuis ce temps-là, faire ma vie avec une femme du sérieux, j'aurais du mal à faire confiance, quoi. Non, je préfère m'amuser plutôt qu'à rechercher une histoire sérieuse pour l'instant, quoi. J'ai mes habitués, souvent mes habitués comme Mademoiselle Daisy. J'ai mes habitués comme elle, on se connaît un peu, tout. Et puis des autres, il y a des moments, des nouveautés où ça dépend. Ça dépend de mes humeurs, ça dépend de ce que je recherche la journée-là. Bah, ça dépend si j'ai envie de changer, de fille, ouais, voilà. Ouais, voilà, de feeling sur le moment. Ou... C'est mieux là. Ouais, je te sens plus proche. Trop loin. Ouais, je sens ta chaleur là. Ça va, j'ai pas trop changé. Non, non, non. Dans ces maisons de passe, on boit beaucoup. Car l'un des objectifs, c'est de rentabiliser la présence du client. Ça va. Ouais. Je vais pas me plaindre. Ouais. Je suis bien. Ah, c'est vrai? Qu'est-ce qui te fait penser à moi? Tu penses que c'est moi? Mais non, mais elle a des petites mimiques sur toi. Ici, les gens, ils viennent pas pour monter tout de suite. Ils aiment bien discuter avec la fille, comme dans un bar où il se passe rien. Donc, ils viennent boire un verre, ils discutent, et il se passe rien, ils montent pas. Il y en a plein. Ce que Béatrice Legrain ne dit pas, c'est qu'un client qui ne monte pas, c'est un client qui consomme. Une bouteille de champagne, c'est 300 €. En 1 heure, Cédric en a commandé 2. J'ai pas de somme précise. Il y a des coups, je vais aller dans un bar et puis dépenser 200 €, 300 €, 400 €. Pour moi, il n'y a pas de budget précis, quoi. C'est mon plaisir. Tant que j'ai atteint mon plaisir, après, le reste, je m'en fous, quoi. C'est même pas une question de budget, quoi, après. Il y a quelqu'un? Non, j'ai besoin des filles. D'accord. Pour satisfaire au mieux ce client, Béatrice la tenancière va faire défiler les dernières recrues de la maison. Bonjour. On va faire la bise. Celles-ci n'ont pas d'autre possibilité que de s'exhiber pour espérer être retenues et pouvoir ainsi gagner leur vie. Une exhibition qui frôle avec l'exploitation. Bonjour. Car toute la journée, les jeunes femmes qui travaillent ici patientent dans l'attente d'un client et du moment où il fera son choix. Merci. Ok. Tu vois, ça, c'est un peu trop tassé pour moi. C'est un peu trop... C'est pas mal, mais c'est un peu trop tassé pour moi. Si Cédric monte avec une prostituée, il payera 150 € de l'heure. Sur cette somme, la tenancière Béatrice Legrain prélèvera 50%. La prostitution belge attire chaque année des milliers de Français. Une pratique qui génère son lot de revenus, mais aussi de souffrances. De par sa géographie, la frontière franco-belge est une zone exposée au trafic en tout genre. Située entre l'Espagne et les Pays-Bas, en plein milieu de l'axe majeur qui traverse l'Europe et qui permet notamment le transport de drogue. En 2014, 19 tonnes de drogue ont été saisies sur le territoire belge. Nous sommes à quelques kilomètres de la France, à un quart d'heure de route de Valenciennes, en zone Boraine. Ici, les policiers traquent sans relâche les trafiquants, mais aussi les clients, pour beaucoup, des Français. Je check 5 sur 5, 11. Grâce aux 43 caméras présentes sur la zone, les policiers ont récemment pu arrêter 2 jeunes Français en train de consommer et de vendre de la cocaïne. Récemment, c'est avec ça qu'on a pu observer une consommation de produits stupéfiants sur la place de Frameries. Et que les équipes sont intervenues et qu'elles ont interpellé pas mal de monde, hein, je pense. Il y avait 7 arrestations judiciaires. 7 arrestations judiciaires.
Comme on peut le voir sur ces images, les consommateurs ne se sentaient pas épiés. On voit que c'est des plaques immatriculées en France, donc ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont sûrement pas fait attention qu'il y avait une caméra juste au-dessus de leur tête. Pris en flagrant délit, les deux jeunes risquent jusqu'à 5 ans de prison. Chaque année, des milliers de Français viennent s'approvisionner en drogue en Belgique. Sébastien et David sont des policiers belges. Ils font partie de la BAC, la brigade anticriminalité, une unité habituée aux interventions dangereuses. Donc ça c'est le FN 303, qui est une arme, ce qu'on appelle laisse létale, donc qui envoie des projectiles afin de neutraliser une personne sans la toucher mortellement, qui envoie donc des projectiles semi-sphériques, propulsés par de l'air comprimé. C'est des armes de guerre, ça. C'est un pistolet mitrailleur qui est de même calibre que notre pistolet en arme de poing, donc en calibre 9 mm, qui permet d'avoir un chargeur de plus grande capacité et une plus grande précision. Si ces policiers sont si bien équipés, c'est pour lutter contre une délinquance de plus en plus violente. Leur objectif, intercepter les hors-la-loi. Il est 23 h, les deux hommes sont envoyés en mission dans un quartier chaud. Le cas est inquiétant, des coups de feu ont été tirés depuis une camionnette noire. Allez à Runemoral-Livaouam, il vient d'avoir usage d'armes, donc tir au niveau d'une façade. Les auteurs sont en fuite à bord d'une Mercedes Sprinter noire. On l'a vu passer, on l'a croisé. Apparemment, ce serait dû à un différend. On l'a croisé. Rue Neuve, juste avant que je ne prenne la camionnette foncée avec des gros enjoliveurs chromés. Fais route, hein, fais route. Ouais, Gabin, le véhicule, on l'a croisé juste avant que tu ne nous envoies la terre. Rue Neuve, hein. Il a mis une patate, j'ai entendu qu'il mettait quand même des gaz, tu vois. Usage d'armes à feu quand même. Ouais, Roger, écoute, on va rester à proximité sans trop se montrer parce qu'il y a du mouvement. Hein. Ah, il est là. Ouais, Gabin ici, Roger 12, visiblement, le Mercedes Sprinter se trouverait rue. On a fait un passage et il y a un véhicule semblable à l'intérieur. Les deux inspecteurs viennent de repérer la fourgonnette suspecte. Ils décident de planquer à quelques mètres, car hors de question pour eux de s'approcher plus près sans renfort. La famille qui habite la rue est bien connue de leur service. Pour rentrer dans cette rue-là, il faut y rentrer à quelques équipes, hein, parce qu'ils sont quand même beaucoup. Hein. Généralement, ils sont beaucoup. Et c'est des gens qui boivent, etc. Et on évite de dépasser. Une famille bien connue de nos services, avec... en fait, c'est quasiment toute une famille qui habite dans cette rue à cul-de-sac. Oh bah, on a deux équipes, en fait. Il y a eux et il y a eux ici derrière. Il y a du monde dehors. Camionnette bien présente sur place, un Limoges, Charlie. Finalement, d'autres policiers sont arrivés en renfort. Le propriétaire de la fourgonnette, soupçonné d'avoir tiré les coups de feu, est appréhendé devant son domicile. Regarde un peu mieux, je vais te faire une fouille sur toi, voir si t'as rien, ça va? Donc dépose tout, mais pas ta main en poche, pas ta main en poche. Rien, non, touche pas ta poche. Qu'est-ce qui se passe? Regarde le mur, sans toucher le mur, écarte les jambes, les bras, voilà. Après, dès qu'on a fait ça, après... J'ai rien, ça va, c'est quoi, ce qui se passe? T'as un bracelet, toi, ou quoi? Ouais. Tu l'as plus? Non, si, je le coffre, là, parce que... Attends, laisse, je vais regarder. T'inquiète. Le suspect porte un bracelet électronique. Il est sous surveillance suite à une condamnation de justice. Non, on ne parle pas. Dis, ton véhicule a été signalé dans le cadre d'un fait. Qui est fait? On doit faire une fouille de ton habitation, tu acceptes? Ah ouais, bon, on fout. Dis-moi qui est fait. Tu seras mis au courant. Tu seras mis au courant dans quelques instants. Problème. Oui, Pépé, je vais, donc il accepte, hein, donc il accepte. Allez, on y va. On va te faire signer un papier. Ouais, mais si, jusqu'à demain 20h. J'ai papier. Ouais, mais t'as des heures à respecter. Hein. L'homme en liberté conditionnelle a des contraintes bien précises à respecter. Pourtant, il semble être sorti de chez lui en dehors de ses heures de permission et surtout, il est soupçonné d'avoir utilisé son arme. Jusqu'à demain 20h, j'ai papier, gars.
Là, la perquisition, en fait, c'est pourquoi? C'est pour trouver l'arme? Oui, voilà, donc on a une suspicion que ça pourrait se trouver ici. Donc ça sera qu'on appelle une visite domiciliaire. Donc vu qu'il accepte, c'est beaucoup plus simple. Donc on va se mettre à la recherche de l'objet. Et donc ici, on est venu pour parce qu'il y a eu usage d'armes. Le véhicule a été signalé? Moi? Oui. Usage d'armes? Il y a eu des coups de feu ici, un peu plus loin. Ah ben c'est quoi? Faites ce que vous voulez. Voilà, donc ici on va devoir Sincèrement, procéder à ton arrestation pour le devoir de l'enquête. Sincèrement, faites ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est la tête de ma mère qui a créé maintenant sur le carreau de ma mère. Là. Écoute mon collègue. Ça, on va rechercher, c'est une arme de poing, un pistolet. Apparemment il y aurait un laser dessus. Tu es détenteur d'une arme? Moi, un laser, non. Ouais, un jouet. Tout ce que j'ai, c'est 2 balles à blanc là, c'est tout. Ok. Voilà. Montre-moi, ils sont. Là, et celui-là, on a deux petits. Sincèrement, il y en a 2 petits. Et c'est des factices. Donc, c'est du bal à blanc, ça. Il y a longtemps que je les ai. Et très vite, la pêche est bonne. Cachés dans différents meubles, les policiers découvrent des armes factices, des cartouches et même un viseur de fusil. On doit avoir un fusil qui va avec. Fumé ou bien... Non, faut expliquer. Mais les inspecteurs ne sont pas au bout de leur surprise. En fouillant une armoire, ils découvrent plusieurs sachets de... Ça mange que ça me... T'en as ici? Non, c'est ce que j'ai là. C'est à moi. Il y a des là-dedans. Je l'ai retrouvé où? Là. Je vais prendre en photo, est-ce que tu l'as trouvé? Non, mais ça c'est à moi, ça. L'homme nie être un trafiquant. Il assure que toute cette drogue n'est que pour son usage personnel. Des fois, quand j'y pense, j'ai des trucs que je fais même pas pour m'arrêter et tout. Et dans le temps, j'en ai fait quand même, dans le temps. J'avais rien. Et ici, franchement, le monde va l'envers. Sincèrement, ça va l'envers. Mais une dernière découverte va achever de convaincre les policiers de sa culpabilité. Dans son jardin, un impressionnant plan de... Ah, Non, non, ça va. On va rester dehors aussi. Ah, mais la bœuf, ça prend la bœuf. Ancien donc congé depuis hier, depuis ce matin 8h jusque demain 20h. Donc il est en permission depuis 8h ce matin jusque demain 20h. Un officier de police judiciaire vient d'arriver. C'est lui qui va poursuivre la procédure et interpeller le suspect. Il en est certain, c'est un dealer. C'est plus le conditionnement et divers indices de vente qui nous font penser que c'est un dealer, notamment une balance, petit sachet de conditionnement. Il y a la plante dehors, il dit tous des petits paxons qui nous faut penser évidemment qu'il vend. On a téléphoné au procureur, le délit est arrêté judiciairement pour 24 heures à partir de maintenant, pour des faits de menace et pour ça. À l'extérieur, toute la famille du suspect s'est rassemblée. La tension est palpable. Un cousin de l'interpellé est aussi soupçonné, mais refuse de se rendre. L'interpellation tourne mal. Il a voulu se soustraire donc au contrôle. On s'est débattu. Bon, avec les petits enfants dans les jambes, pas évident d'aller chercher. Vous voulez l'entendre, s'il vient pas, on le fera entendre, c'est pas de problème. Ah bah appelle-le. Donovan, viens, c'est pour t'entendre pour les 25 grammes. Si vous laissez rentrer, on peut aller chercher. Allez, Après de longues discussions, l'OPJ décide d'aller chercher le jeune homme. Le jeune cousin finit par céder et se rendre. Ils sont amenés au commissariat et seront placés en garde à vue. Le principal suspect a été incarcéré et est toujours en attente d'un jugement pour détention et trafic de stupéfiants. Pour les policiers, la soirée est loin d'être finie. Police Secours reçoit tous les appels de détresse. Vol, braquage, violence conjugale. Les policiers de ces unités sont confrontés à quantité d'interventions. Ce soir-là, le cas semble extrêmement inquiétant. Il est 22h. Sophie et Franco doivent rejoindre de toute urgence tous leurs collègues. Une alerte chimique a été déclenchée dans une usine. Un risque d'explosion est toujours à craindre.
Ici, en fait, on a une usine dangereuse, on appelle ça une usine Seveso. En cas d'alerte Seveso, donc il y a un problème à l'usine, un problème technique ou autre. Toutes les équipes, on se met en stand-by ici, en attendant les informations des services d'incendie. Et en cas de grave danger, on va devoir faire évacuer une certaine zone. Alerte Seveso tire son nom d'une catastrophe en 1976 en Italie. La surchauffe d'un réacteur avait provoqué un nuage toxique de dioxine. Même si aucun mort n'avait été recensé, des milliers d'animaux avaient été abattus et de nombreux habitants déplacés. Depuis, les mesures de sécurité ont été renforcées. Les policiers belges viennent eux d'apprendre qu'une fuite a été détectée. Une fuite d'acide et de nitrique. Donc apparemment les pompiers sont en train d'arroser, mais à l'heure actuelle ils ne savent pas dire si ce sera plus important ou pas, donc on est toujours en stand-by. Retour en Belgique, où une alerte pour une fuite de gaz vient d'être lancée. Pour éviter la même catastrophe qu'à Seveso, aujourd'hui, la moindre alerte entraîne une réaction rapide. Un commissaire va être envoyé sur place en urgence pour gérer au mieux la potentielle catastrophe. La procédure, c'est qu'on va rentrer sur place? Oui, c'est un minimum pour déjà voir ce qui se passe, évaluer la situation et prendre les mesures qui seront nécessaires. L'usine dans laquelle nous pénétrons fabrique des engrais et des produits chimiques, de l'ammoniac et de l'acide nitrique, des produits extrêmement dangereux pouvant provoquer de graves brûlures et intoxications. C'est vrai que quand on réfléchit s'il arrive réellement quelque chose, on est en première ligne. Pour les policiers, la priorité est d'évaluer au plus vite la situation pour prendre les mesures adaptées. C'est important non plus? Je sais pas, nous, je sais même pas où elle est, moi. Il y aura aussi. Parce qu'ici, ils disent rien, alors, On va se renseigner. De toute façon, si vous n'êtes pas en production, écartez-vous au plus. On va aller voir par là. Ça pique aux yeux. Qui c'est le chef ici? Qui est le chef? C'est lui. Désolé, mais il n'y a personne qui rentre dans l'installation comme ça. Ah ouais, parce que... Ah non, bien sûr. Non, on est d'accord, ouais, bien sûr. C'est pas bagnole ou pas drogue. Bon, nous, c'est détenu anti-acide, il n'y a pas de souci. Ouais. Moi, tout est sécurisé, l'installation a été déclenchée tout de suite. Il n'y a pas de problème, ça a été déclenché tout de suite. Ça y est, c'est réglé. C'est réglé, en fait. Ouais. Pour les émanations, tout ça, pas de danger. Bon, là, les émanations, il y a le nuage qui est parti, mais enfin... Bon, ouais, rien de méchant. On va se diluer dans l'air, il n'y a pas de souci. Dans l'usine, tous les services ont été mobilisés. Grâce à leur intervention rapide, le site a été rapidement sous contrôle. En quelques minutes, le risque a été maîtrisé. En France, 1200 installations sont classées Seveso. Une menace constante, surveillée 24 heures sur 24 par les forces de l'ordre. Contrôler la frontière franco-belge est un impératif de sécurité majeur pour la France et pour la Belgique. Problème, dans l'espace Schengen, on circule librement. Nous sommes à Tournai, en Belgique. Ici, les forces de l'ordre belges et françaises unissent leurs efforts. Policiers, douaniers et gendarmes, ils sont tous sur le qui-vive. Donc le monsieur, il est né le 9 du 2 79, comme déclaré à Menton, il est de nationalité tunisienne. Voilà, le véhicule est connu également d'une enquête... L'immense avantage qu'on a ici au centre, c'est qu'on a accès à tous les fichiers nationaux, français et belges. Oui. On est les seuls services en Belgique actuellement qui disposons d'une telle banque de données transfrontalière, parce que sinon, chacun dispose de ses informations dans chaque pays. Ici, c'est vraiment des informations qui viennent des deux pays, qui sont rassemblées dans un seul service. Donc, effectivement, il y avait un grand besoin d'avoir un tel service pour donner un appui, finalement, parce que c'est ça notre but, c'est qu'on donne un appui aux collègues du terrain. En 2013, la France et la Belgique ont conclu les accords de coopération de Tournai 2. L'objectif, contrôler les délinquants qui franchissent les frontières. Avec ces accords, les policiers des deux pays collaborent, réalisent des patrouilles communes et peuvent même intervenir sur des flagrants délits dans leurs pays voisins. Outrage, violence, rébellion, port d'armes, importation stup, trafic stup, il a des antécédents stup, donc ça peut vous intéresser si vous voulez faire un contrôle approfondi. En 2-3 minutes, on peut avoir les informations sur les manips. Donc là, il a une recherche au niveau police.
Et après, il y aura une recherche au niveau douane. Pour surveiller les 620 km de frontière franco-belge, un service ne chôme pas, les douanes. Nous sommes à Bouillon, un petit village belge à 1 km de la France. Aujourd'hui, près de 50 douaniers et policiers sont venus filtrer les accès de la frontière. Nous participons aujourd'hui à l'opération de collaboration transfrontalière avec les collègues douaniers français et les collègues policiers belges. Donc, les deux premières cibles d'aujourd'hui sont les armes et les produits stupéfiants. Pour cette opération d'envergure, un responsable de la direction des douanes est venu spécialement de Bruxelles. Il a choisi d'installer ses unités à un endroit stratégique. C'est un axe de pénétration vers la France, donc selon une logique nord-sud. Et c'est un axe par lequel certaines personnes qui prennent la E411, donc l'autoroute du Luxembourg, peuvent dévier leur chemin pour se rendre en France. La distinction, en tout cas en Belgique, à faire entre les services de douane et de police, la douane s'occupe des marchandises et la police des personnes. Donc de manière synthétique, c'est le clivage à faire. En cas de suspicion de présence de produits stupéfiants, vous ferez appel en premier lieu au maître chien présent. Les chiens de la brigade canine sont spécialement formés pour détecter les odeurs de drogue, même les plus infimes. Un outil indispensable lors des fouilles de véhicules. Comment est-ce que vous travaillez en fait Comment est-ce qu'il... Il est entraîné sur les odeurs de stupéfiants et si les gens ont quelque chose sur eux ou consommé, il se met à côté d'eux et je sais qu'ils sont des consommateurs ou ils ont quelque chose avec eux. Et vous savez un peu repérer aussi les gens qui... Oui, je peux intercepter niveau physique parce que si vous consommez après trop longtemps des stupéfiants, vos sentiments et vos réflexes sont lents et vous avez un supportement autrement comme un gens qui ne consomme pas. 2 jeunes viennent d'être arrêtés. Dans leur voiture, les policiers ont retrouvé des éléments suspects qui font penser que ces jeunes gens sont des consommateurs de drogue, voire des dealers. Monsieur avait une balance. Qu'est-ce qu'on fait avec une balance Qu'est-ce qu'on fait avec une balance, monsieur? On pèse quoi? Sa consommation, ce qu'on va vendre. Sous les yeux ébahis du douanier, ce jeune homme déclare que sa balance sert à peser sa consommation personnelle et qu'il revend de la drogue. Le chien policier va maintenant inspecter le véhicule, car sans preuve, les jeunes ne pourront pas être interpellés. Et très vite, il sent quelque chose. J'ai demandé, vous étiez consommateur de drogue, il m'a dit non. Il y a eu un marquage dans la boîte à gants avec le chien. Donc certainement qu'ils ont transporté dedans déjà avant. Et ça laisse des traces, hein. Le chien il l'a senti, mais il n'y a plus rien dedans. J'ai rien sur moi, ça va. Mais vous êtes consommateur en fait? Ouais. Ça aurait pu mal se passer. Si j'avais, ouais, mais je sais que j'ai rien. Sans infraction constatée, ce jeune homme peut donc repartir libre. Dans cette région limitrophe de la France, les douanes constatent de nombreuses fraudes. Et l'une des plus courantes est l'usage de gasoil de chauffage dans les moteurs de voitures. Une astuce pour diminuer la facture du plein de carburant. Monsieur aurait probablement mis du gasoil de chauffage dans son réservoir. Je vais faire le reçu. Ouais. Donc logiquement il devrait être de couleur un peu verdâtre. Et ici il est légèrement jaune-rouge. Maintenant par rapport au tarif du gasoil en Belgique, à l'heure actuelle vous êtes plus ou moins à 1,039 € au litre. Et en mazout de chauffage vous êtes à quelque chose entre 0,50 et 0,60. Donc quasi la moitié du prix. En utilisant ce carburant, le chauffeur de ce camion a économisé 250 €. Un manque à gagner important pour l'État. L'homme devra donc s'acquitter d'une amende de minimum 500 €. Face à la crise, c'est une fraude de plus en plus répandue. Avant, c'était les gens en situation précaire, les gens qui avaient des problèmes d'argent. Maintenant, de plus en plus, les gens ont une rage contre les organismes taxatoires. Donc, c'est n'importe qui. C'est une infraction qui est punissable de 500 à 5000 €. Quoi. Bon, on y va alors. Allez. Merci. Le chauffeur de ce camion a dû régler immédiatement son amende.
Payer moins de taxes, c'est un peu le jeu auquel se livrent de nombreux frontaliers. Les cigarettes coûtent 30% de moins en Belgique. La tentation est grande de remplir son coffre et de faire quelques économies. Un Français vient d'ailleurs de se faire arrêter. Il rentrait chez lui après un passage en Belgique. Il semble ne pas très bien connaître la législation. Bon, apparemment, on aurait un peu trop de tabac. Apparemment ou réellement? Oh, je pense un petit peu réellement. Je le savais, mais je pensais pas que... Parce qu'on doit pas avoir beaucoup plus. Hein. Vous avez quelle quantité en fait? Je sais pas, la dame a compté 24 boîtes. Et puis 1 kilo dans les pots. Donc là, on est deux. Je crois qu'ils avaient parlé d'1 kilo chacun, ou 2 kilos. Je sais pas combien on en aurait. 2,5 kg, 2,6 kg, peut-être 3 kg maximum. La loi autorise les particuliers à ramener 4 cartouches de cigarettes et 1 kg de tabac. Au-delà, les contrevenants risquent une amende proportionnelle à la quantité de produits achetés. Il est 22 h et un jeune homme vient d'être intercepté. C'est un consommateur de Ici, je suis demandeur d'emploi. Demandeur d'emploi. Et avant, vous avez déjà travaillé? Il n'est pas inquiété car il ne possède pas de drogue sur lui. Mais pour Eric, le maître chien, la loi devrait être plus sévère. Il ne supporte plus de voir ce fléau du se répandre chez les jeunes. Ça me fait mal au cœur, un jeune de 20 ans, ça pourrait être mon fils. On lui tire les oreilles. Il faut savoir, tôt ou tard, si vous consommez des stupes, tôt ou tard, ça vous donne des problèmes. On se fait coincer, on se fait pas coincer, on se fait pas coincer. Mais malheureusement, on se fait coincer. Et rouler en ayant fumé, c'est pas un peu risqué? Oui et non, parce que voilà, vraiment interdit, mais non, parce que si tu fumes, il faut savoir que quand tu fumes, faut savoir ce que tu fais aussi. Conduire sous l'effet du double le risque d'avoir un accident. C'est un délit. Ce jeune homme risque un retrait de son permis de conduire et une forte amende. Retour en France. À Calais, la situation n'a pas évolué. L'Angleterre n'ouvre toujours pas ses frontières. Des milliers de migrants restent bloqués. Le bidonville accueille dorénavant 6000 personnes. Pour leur venir en aide, l'État français a réquisitionné une ancienne colonie de vacances. Dans ce centre, les migrants peuvent prendre une douche, un repas ou avoir accès à des soins infirmiers. Ça va Mansour? Ça va Eldine? Ça va bien? Ici, une cinquantaine de salariés se relaient pour accueillir les plus démunis. Certains sont d'anciens migrants, reconvertis en traducteurs. Les autres sont des professionnels de l'action sociale. De midi à 15h, 15h30, c'est le douche, laverie essentiellement. Accueil sous les préaux, distribution de thé de café. Donc sous les préaux, ils peuvent charger leur portable. Dans ce centre, tout est fait pour tenter d'améliorer le quotidien des habitants de la jungle. Mais cette structure n'a pas été pensée pour accueillir autant de monde. Alors tous les matins, quand elle ouvre son portail, c'est un flot continu de personnes qui envahit le camp. Monsieur Duval, l'ouverture de la porte, c'est un moment de tension, ça? Ah oui, extrême. On essaie d'apporter un petit plus, une réponse à des besoins élémentaires. Comme se nourrir, se laver, communiquer. La première des nécessités est l'hygiène. Les 40 douches de l'ancienne colonie de vacances sont très prisées. Pour que tout se passe sans incident, l'organisation est rigoureuse. Que ce soit pour prendre une douche, se nourrir ou charger leur portable, toute la journée, les migrants doivent faire la queue. Dans ces files, de nombreuses nationalités se côtoient. Une promiscuité qui attise les tensions. C'est un des moments les plus tendus. Voilà. C'est dès qu'il y a une file d'attente, en fait. Ce qui peut se comprendre, mais ils ont beaucoup de mal à être dans un climat serein au moment de la file d'attente. Mais bon, je pense que c'est pas propre à cette situation, en tout cas. Donc c'est un peu difficile. Et cette ouverture est vraiment un moment difficile. Et justement, une bagarre vient d'éclater sous un préau. Le personnel du centre doit intervenir au plus vite pour calmer les esprits. Car ici, le moindre événement peut dégénérer. La fatigue, l'exil, les migrants sont à fleur de peau. Ils partagent pas, ils s'en vont. Hein. Il y a un problème, c'est dehors. T'as entendu? Non, mais s'en fout. L'idée, c'est que ça dégénère pas entre bagarres, entre ethnies. Là, c'est chaud quand même. Plus, oh! Stop! Fini!
Vous devez partir quand il y a une bagarre. Ne restez pas ici. Si jamais ils se battent entre ethnies, alors là c'est 300-400 personnes et là c'est ingérable. Donc l'idée c'est d'éviter ça aussi. C'est déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé une fois au mois de mai. Ouais. Une émeute pour environ 600 personnes. Donc là c'est même pas la peine, c'est évacuation du camp, appel des compagnies de CRS. Et on ne peut plus rien faire. Il y avait eu quand même 47 blessés. Ouais, c'est vraiment chaud. Quoi. Mais bon, c'est arrivé qu'une fois, c'est plus jamais arrivé. La forme. Les migrants qui ont fui leur pays ne sont pas tous venus seuls. Beaucoup de familles, avec femmes et enfants, se sont lancées dans ce périple dangereux et incertain. À Calais, une partie du camp d'accueil a été réservée à des migrants plus vulnérables, sans place pour les femmes et leurs enfants, à l'écart de la violence de la jungle et de la promiscuité. Karine est la responsable de ce centre d'hébergement des femmes. C'est une structure qui est située sur l'accueil de jour Jules Ferry, mais qui est séparée par une grille. Alors le but n'est pas d'enfermer les femmes dans cet hébergement, puisque les sorties et entrées sont libres de jour comme de nuit. Mais on a simplement sécurisé l'hébergement pour que les hommes ne puissent pas aller et venir sur ce lieu. C'est un petit cocon en fait pour eux, un îlot de sécurité en tout cas. On est à 115 personnes hébergées. On a une capacité de 100 places, mais on pousse les murs au fur et à mesure qu'on accueille des petits ici. D'après l'État, 400 femmes se trouvent dans la jungle de Calais. Certaines arrivées en famille, d'autres tentant de rejoindre un conjoint en Angleterre. Aïda a quitté le Soudan avec sa famille depuis 3 mois. Son pays connaît une violente guerre civile qui a déjà fait plus de 2 millions de morts. Elle a quitté le Soudan par peur des militaires et de leurs exactions. Là-bas, elle a tout perdu. Notre domicile a même été brûlé par les forces de l'ordre. Ensuite, mon mari arrêté en mars a été libéré le 11 juin. Et le 22, j'ai envoyé ma fille au marché. Ils l'ont enlevé et je ne sais pas où ils l'ont envoyé. Je ne l'ai plus revu. Elle a été enlevée? Je ne sais pas. L'histoire d'Aïda et de sa famille est celle de milliers de réfugiés qui quittent des pays dans lesquels règne l'arbitraire. Partir ou mourir est souvent le dernier choix qui leur reste. S'ils veulent rejoindre l'Angleterre, c'est parce qu'ils parlent la langue et que de nombreuses communautés y sont installées. Comment ils vont aller faire pour aller en Angleterre? On essaie par tous les moyens, mais jusqu'à maintenant on n'a pas réussi. Par tous les moyens, c'est-à-dire? En essayant d'aller à la gare, prendre le train ou bien prendre le bateau pour l'Angleterre. Elle risque sa vie et celle de sa famille. بس يعني في خطورة عليك على حياتك وعلى أولادك كمان. أكيد بس مش عارفة الغاية. Je suis consciente du danger, mais je n'ai pas d'autre choix. Face à cette crise migratoire, Calais a connu un élan de solidarité sans précédent. Beaucoup d'associations ont voulu s'investir pour venir en aide à toutes ces personnes abandonnées à elles-mêmes. Christian et Brigitte, tous les deux retraités, sont membres de l'Auberge des Migrants, une association calaisienne créée il y a 8 ans. Et depuis quelques mois, ils ont vu arriver un nouveau phénomène. Les dons, jusqu'à présent venus de France, commencent à affluer de l'Angleterre. Ça, ce sont des dons? C'est des dons. Ce sont des dons qui sont arrivés d'Angleterre et que les Anglais n'ont pas réussi à distribuer, donc je les ai récupérés. Et là, actuellement, les Anglais se sont emballés suite à la photo du petit garçon. Oui, c'est ce que j'expliquais. Ce qui fait que nous recevons énormément de dons d'Angleterre. Tous ces produits viennent d'Angleterre.
il est évident que ça ne va pas durer, donc c'est pour ça que nous on conserve les conserves de façon à pouvoir continuer le plus longtemps possible à leur fournir de quoi se restaurer un petit peu après. Ça ne va pas durer, c'est-à-dire C'est comme tout élan de générosité, il faut s'attendre à ce que les gens passent sur un autre problème international, une catastrophe naturelle ou autre, et puis ils ne penseront plus aux migrants de Calais, tout simplement. Chaque année, l'association récolte des tonnes de nourriture, des conserves, mais aussi des produits frais pour alimenter les enfants. Cette situation d'urgence et de précarité totale, Brigitte ne pouvait pas fermer les yeux dessus sans s'investir. Elle est persuadée que quitter son pays est un crève-cœur traumatisant. On ne bouge pas comme ça. C'est pas pour avoir le droit à avoir un petit sac avec du riz dedans et puis des bananes qu'on va faire tous ces kilomètres et tous ces dangers. La mort dans le désert, la mort dans la mer Méditerranée. On se met aussi à la place de ces familles qui sont là-bas et qui laissent quand même partir leurs enfants. Et on aimerait bien, nous, si nos enfants étaient dans cet état-là, que quelqu'un leur vienne en aide aussi, le long de la route. Si quelques Anglais commencent à envoyer des dons de nourriture, certains ont décidé d'aller plus loin encore et de venir en personne soutenir les associations. Comme ces deux Londoniennes, auprès de leurs amies anglaises, elles ont organisé une collecte de fonds qu'elles viennent aujourd'hui reverser à l'association de Brigitte et Christian. Et combien avez-vous? Pas assez. Pas assez. Quelques centaines d'euros qui viendront améliorer le quotidien de quelques démunis. Oui, j'ai besoin de votre nom. Oui, bien sûr. On va le faire. Oui, parce que je veux pouvoir dire aux gens, je l'ai donné à l'auberge des migrants. Chaque semaine, la situation à Calais évolue. Des migrants partent, d'autres arrivent, tandis que la vie du bidonville s'organise. 20 ans que la ville subit cette situation, qui, tant que les portes des frontières de l'Angleterre resteront fermées, ne devrait pas changer.